Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis sur les webinaires de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est le média pour les francophones basés aux États-Unis, au Canada, sous la marque Maudit Français et au UK depuis 2007. Aujourd'hui, on va parler nue propriété avec Catella Patrimoine. Catella qui intervient à peu près tous les ans chez nous pour nous faire un point sur cette opportunité peu connue mais qui commence à se développer. On a aujourd'hui Baptiste Aurine et Christopher Honoré donc de Catella Patrimoine qui vont échanger avec nous pendant, pour ceux qui connaissent nos webinaires, hein, c'est à peu près 30-40 minutes où on vous montre un petit peu une opportunité et puis après, mais n'hésitez pas d'ailleurs, on peut tout de suite prendre quelques questions dans le Q&A, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook, puisqu'on est en live sur les deux. Voilà. Et surtout, pour ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez lever la main. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Je cache votre nom de famille et vous pouvez prendre la parole en direct. Vous en faites pas, la webcam ne va pas s'activer. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez juste poser votre question en direct et c'est toujours sympa d'entendre votre voix. Baptiste, je vais te laisser démarrer. Donc, tu interviens tous les ans sur French Morning sur la nue propriété. Est-ce que tu peux nous faire un point sur où en est la nue propriété en France aujourd'hui en 2023? Merci beaucoup Romain. Merci, bonjour à tous, un petit peu aux quatre coins du globe. Donc c'est toujours un plaisir effectivement de se retrouver et c'est un plaisir aussi parce que Romain a l'art de nous contraindre à être concis, ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est important. Le but c'est effectivement d'avoir un échange, donc vraiment n'hésitez pas à poser des questions écrites, orales pendant l'intervention. À la fin, le monologue c'est pas forcément mon truc, donc j'ai faculté à parler beaucoup en plus, donc n'hésitez vraiment pas. L'idée, c'est qu'on a beaucoup de choses à se dire sur des choses hyper simples. Ça, j'insiste vraiment dès le départ sur ce point-là parce que parfois, une nue propriété, puis dès qu'on commence à s'intéresser, on part dans les notions juridiques, des définitions, des textes de code civil et autres. C'est quand même assez barbare, assez anxiogène pour nous tous. Alors que le message est hyper simple. C'est aujourd'hui un outil d'investissement en fait, qui est issu tout simplement d'une construction juridique. Donc, cet outil d'investissement, il est essentiellement, pour ne pas dire intégralement, axé sur le marché immobilier résidentiel. Nous, on parle du marché immobilier résidentiel français et on en parle dans le monde entier. Effectivement, Romain, preuve à l'appui, depuis quelques années, on communique, alors de manière digitale, c'est sûr, mais également physiquement, puisque je me suis rendu depuis maintenant 7 ans un petit peu aux quatre coins de la planète, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, aux US, à Londres, beaucoup en Asie du Sud-Est aussi et dans les pays du Golfe pour vous rencontrer, vous, non-résidents, expatriés, alors soit en contrat locaux, soit expats, enfin peu importe, mais loin de la France et pour autant avec des attaches malgré tout et cette volonté souvent d'exprimer un investissement quand même en France. Pas toujours simple de trouver les bons investissements, avant même de parler de fiscalité, tout simplement un investissement qui techniquement peut être réalisable en France. Et la France amène sur ce marché de l'immobilier résidentiel des véritables garanties et encore plus dans une période on va dire trouble, pour pas dire inquiétante. Aujourd'hui, on constate tous les jours en ouvrant la presse soit la fermeture d'une banque, soit sa reprise par des fonds souverains, mais c'est compliqué. Je veux dire, on a quand même une période très délicate à lire et pour autant, on a un marché, nous, résidentiel français qui est hyper… alors, j'aime pas ce terme parce qu'il est un peu galvaudé en ce moment, mais bon, c'est ainsi, résilient. Et c'est clairement la tendance et c'est ça à chaque crise. Donc, à chaque crise, qu'elle soit vraiment conjoncturelle et tendancielle ou un peu plus structurelle, on constate un immobilier résidentiel français qui continue de s'asseoir et de prendre de la valeur. Alors, peut-être on aura des décrochages par réaction. Néanmoins, on a toujours cette prise de valeur constante. Et elle est tout simplement facile à expliquer, en fait. C'est pour ça qu'on n'est pas des génies chez Catella Patrimoine. Alors, on travaille, on réfléchit, ok, mais on n'a rien inventé, en fait. On constate tout simplement que par pur pragmatisme, on a un marché qui est complètement déséquilibré avec, pour le coup, très, très peu d'offres, beaucoup de demandes, parce qu'avant tout, quand on parle d'immobilier résidentiel, on parle juste le besoin de se loger, en fait. Nous, on parle d'investissement, on peut raisonner sur des notions d'investissement, de capitalisation, de rendement. Mais avant toute chose, le sous-jacent, c'est un besoin de se loger. Que ce ne soit pas le sien pour utiliser, mais que ce soit celui d'un autre qui va être locataire, exploitant, que sais-je.
c'est le besoin de se loger. Et en France, le besoin de se loger continue d'augmenter tous les ans et l'offre continue de diminuer tous les ans. Donc, c'est-à-dire qu'on met de moins en moins de logements en mise en chantier, ou alors quand on essaye d'augmenter un petit peu d'année en année les mises en chantier, la demande de logement continue de croître. Donc, on a un déséquilibre qui se crée. Et le parc immobilier ancien à cela, lui, amène aussi certaines limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rénovations imposées par le gouvernement sont très lourdes. Les vendeurs vont avoir du mal à les réaliser et les acquéreurs, eux, ne vont pas vouloir acheter un logement qui ne sera pas aux normes. Donc, si vous voulez, je schématise, mais on se retrouve sur des marchés où l'offre et la demande ne se rencontrent pas. Et c'est en cela où, si vous voulez, on a cette conviction de se dire que l'immobilier résidentiel rassure. On le voit puisque les volumes de transactions continuent d'être là, mais il rassure encore plus si on investit au bon endroit et au bon prix. Investir au bon prix, personne n'a de boule de cristal, certes. Néanmoins, investir au bon endroit, ça paraît quand même être assez simple à étudier et à comprendre pour toute personne qui va s'intéresser à un investissement. Et donc, c'est en cela que, pour répondre à ta question, où en est la NuPro et du coup, cette NuPro dans le marché résidentiel, on a beaucoup de chance parce que effectivement, on constate un fort attrait pour la nue propriété, encore plus qu'hier. Et c'était notre conviction. On a déjà parlé ensemble ici, peut-être avec certains. On communique beaucoup là-dessus en disant mais aujourd'hui, c'est un micro-marché. On parle d'un marché de 1500 ventes en moyenne par an depuis quelques années. Donc 1500 ventes, c'est rien du tout. L'année dernière, il y a eu presque 1 million de transactions dans l'immobilier résidentiel français. Donc 1500 ventes, c'est un caillou au milieu de l'océan. Néanmoins, on a vocation à faire grossir ce caillou, nous et les autres opérateurs du marché, même si on est peu nombreux, parce qu'il y a une demande croissante, certes, de produire du logement, mais du logement au bon endroit. Et à ça s'ajoute un marché aujourd'hui de l'investissement qui est de plus en plus incertain, avec peu de visibilité, et du coup des investisseurs qui viennent de plus en plus à l'investissement en propriété. Et l'investissement en propriété était très peu connu jusqu'alors, ça l'est encore, mais on sent que les choses changent un petit peu. Pourquoi c'était peu connu? Parce que le marché était fait par que quelques opérateurs et qui commercialisaient uniquement par l'intermédiaire de professionnels du conseil en gestion de patrimoine ou de transactions très spécialisées pour, on va dire, le monde de la gestion de fortune dans l'immobilier. Un agent immobilier pignon sur rue ne commercialise pas de nue propriété, ne connaît pas, ne maîtrise pas, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il faut avoir des compétences techniques pour être capable de monter ces opérations. On ne crée pas du démembrement dans un immeuble comme cela. Ce n'est pas si évident. Et c'est ce qui fait qu'il y a peu d'opérateurs sur le marché. Et à ça s'ajoute aussi une difficulté pratique, c'est que je l'ai évoqué en filigrane en évoquant l'état du marché, il faut être au bon emplacement. Et pour ça, ce n'est pas toujours évident de faire les bonnes opérations aux bons endroits. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être déjà entendu parler de la nue propriété, je pense qu'il y en a qui nous écoutent qui n'ont jamais entendu parler de cette niche. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le système et en quoi ça a un vrai intérêt pour les expats? Oui, effectivement, merci. Là, on a évoqué le marché haute, même pour certains, peut-être, il y avait déjà cette conviction, mais le postulat est celui-ci. On a un marché résidentiel rassurant qui prend de la valeur de manière structurelle, et si on est aux bons emplacements, c'est attractif et sécuritaire. Effectivement, le schéma en tant que tel est lui-même aussi sécuritaire. Donc, on a une double couche de sécurité qui va s'additionner. Et pour autant, on va quand même avoir de la performance. Et sur la performance, on va revenir après. Mais donc, du coup, on a cette sécurité par le sous-jacent de l'immobilier résidentiel français bien placé à nous d'en juger à chaque fois sur chaque dossier, mais ça, tout à chacun est capable de se faire sa conviction. Et à ça, un schéma sécurisé. Pourquoi? Parce que le schéma, c'est hyper simple. C'est je suis propriétaire d'un appartement, je vais acheter un appartement, donc je réalise une acquisition immobilière classique avec un notaire. Je suis le propriétaire simplement à l'acte chez le notaire et préciser une chose dans l'acte, c'est qu'il y a un exploitant, il y a un investisseur qui va acheter la jouissance de l'actif pendant une durée déterminée. Cette jouissance, c'est tout simplement nommé par le Code civil, c'est l'usufruit. L'usufruit, c'est le fait de pouvoir jouir de la chose. Donc, tout simplement, à l'acte, quand on achète sa propriété, elle va être grevée d'une charge. Cette charge, c'est l'usufruit et c'est parce qu'il y a eu une autre personne. Alors, c'est souvent un investisseur institutionnel avec des fonds publics, type Caisse des dépôts, un ministère, un collecteur ou 1% logement. Donc, le monde du bailleur institutionnel en France, effectivement, va acheter, lui, à l'acte, chez le notaire, en face de vous, une jouissance pendant une durée déterminée. Et le fait que cette personne intervienne et qu'elle achète la jouissance dont elle vous prive, du coup, va se symboliser par un abattement sur le prix. Schématiquement, je vais acheter un appartement moins cher parce que pendant X années, prévues dès le départ, avec une date de départ et une date de fin, je vais complètement me délaisser de la gestion et donc du coup des revenus.
Et c'est en ça, en fait, que c'est vertueux. On pourrait se dire, mais pourquoi j'irais me défaire des revenus? Deuxième réponse à ta double question, pourquoi c'est encore plus intéressant pour des expatriés, des non-résidents? Investir en France, pourquoi pas, mais investir pour se créer de la charge à distance, compliqué, même si on peut toujours sous-traiter, signer des mandats avec des exploitants. Bon, ça veut dire qu'on a quand même à sa charge au départ la jouissance. Donc, se délaisser de la jouissance quand on est à distance, c'est intuitif, mais c'est aussi se délaisser de tous les tracas, tous les aléas qui pèsent sur la détention d'un actif, le recouvrement des loyers, la présence d'un locataire qui pourrait être amené à dégrader l'actif. Et enfin, la fiscalité. Parce que s'il y a des revenus, il y a du coup des frottements fiscaux. Et aujourd'hui, les frottements fiscaux pour les non-résidents sont effectivement fortement taxés. Quand on additionne prélèvements sociaux et impôts sur le revenu, on tombe dans des fiscalités, si vous voulez, qui sont confiscatoires. Et je ne parle même pas pour certains qui seraient concernés de la détention d'un actif immobilier en France qui est soumise, elle, à l'ancien ISF, du coup à l'IFI, l'impôt de fortune immobilier. Donc, si vous voulez, c'est intuitif de se dire, au lieu d'acheter 100 un actif, je vais l'acheter 60 par exemple, ou 65, et je vais pendant 10, 15 ou 20 ans, selon les opérations, ne pas gérer. Et c'est quelqu'un qui va gérer, lui, pour empocher ses revenus. Il ne va pas gérer pour votre compte, il va gérer pour lui, il va toucher les revenus, il va faire l'asset de l'actif. En revanche, il va prendre des engagements très forts, juridiques, de remise en état au terme pour le compte du nu propriétaire. Donc, on est propriétaire de son actif, on peut disposer de son bien, le revendre à tout moment, le donner à ses enfants. Néanmoins, pendant une période déterminée, je n'en ai pas la jouissance. De ne pas en avoir la jouissance, c'est un effet d'aubaine puisque ça me permet de capitaliser. J'achète avec un abattement, du coup, je capitalise tous les jours. Si je veux revendre au bout de 8 ans, 10 ans, 12 ans, je revends. Si j'ai investi sur un démembrement de 15 ans, au bout des 15 ans, je récupère l'actif après travaux, le locataire est relogé et je peux soit occuper mon bien, donc ça peut être un pied-à-terre français anticipé, soit mettre en location, toucher des revenus. Donc là, c'est là où vraiment on est dans le cœur du réacteur, c'est un complément retraite. Donc beaucoup d'investisseurs le font pour deux arguments majeurs, c'est aucune gestion et un complément retraite à terme. Aujourd'hui, je suis en activité, je n'ai pas besoin de revenus, je capitalise. À terme, j'arrive en retraite, j'ai besoin d'un revenu complémentaire, j'ai cet actif que je peux mettre en location. Ou alors, j'arbitre l'actif, je le vends, j'empoche le capital et j'ai fait une plus-value. Ok. Est-ce que ça te paraît clair sur les fondements? Ouais, ça me paraît assez clair. Est-ce qu'il y a des gens à qui ce n'est pas clair? Franchement, n'hésitez pas à lever la main et je vous donne la parole. Et surtout, parfait. J'allais te dire, est-ce que tu peux nous montrer à quoi ça ressemble? Voilà. Le but, c'est pas que ça reste abstrait. Vraiment, j'ai parlé d'une construction juridique et donc Christopher, on travaille en binôme, va pouvoir effectivement à mes côtés rentrer un tout petit peu plus dans les détails, même si le but est de rester assez didactique et de rester sommaire. Mais ça, c'est notre site internet. Il est ouvert au grand public. Vous pouvez aller sur Catella Patrimoine, tapez Catella Patrimoine et sur notre site, on a voulu de manière assez pédagogique, tout en restant précis, bien sûr, détailler le schéma et expliquer comment ça fonctionne. Le fonctionnement, il est simple, on l'a évoqué, il y a une durée déterminée dès le départ. C'est-à-dire, on ne part pas avec un aléa. Parfois, on entend parler d'usufruit de propriété, souvent dans les familles. Là, c'est du démembrement viager. Donc, on sort complètement, nous, de ce schéma-là. C'est un démembrement fixe, créé au départ, ab initio, avec un usufruitier, donc un opérateur qui va venir acheter l'usufruit, ce qui va vous faire une réduction sur votre prix. Et pendant toute la durée, vous n'allez avoir aucune gestion, aucune charge, aucun aléa. Même pas de charge de copro, pas de frais de syndic. Enfin, voyez, vous achetez un appartement dans un immeuble que vous avez choisi. Alors, ça peut être dans l'immobilier neuf comme dans l'immobilier ancien. Ça, c'est un choix. On anime les deux marchés et on a vocation à créer ces opérations en démembrement sur les deux marchés. Comment on les crée avant de rentrer sur les aspects un tout petit peu plus fiscaux et juridiques? Tout simplement, on travaille pour le compte de nos clients. Catella est un broker, on a un groupe international, pan-européen. On travaille en tant que broker pour des marchands de biens, pour des foncières, pour des privés, pour des promoteurs. Et on va travailler avec eux main dans la main en essayant de rechercher pour eux les meilleures solutions de sortie. C'est-à-dire, j'achète un actif et puis je veux le revendre ou je crée un immeuble, je veux découper et vendre mes appartements. Soit on peut vendre en bloc à des investisseurs institutionnels, des SCI, des CPI, que sais-je. Soit on peut revendre lot par lot à des investisseurs qui veulent acheter des appartements classiquement. Donc, j'ai besoin d'un appartement pour vivre ou je veux faire un investissement en pleine propriété. Maintenant, on rajoute une couche qui est, on va te proposer de créer du démembrement, donc de trouver un acquéreur pour l'usufruit d'un appartement et les investisseurs en nue propriété pour les appartements apparents. Et aujourd'hui, on a une offre qui s'étend entre 80 000 € jusqu'à 1,4 million l'année dernière, où on a vendu un appartement d'exception en plein Paris, un démembrement sur 7 ans. Vous voyez, donc il y a de 7 ans à 20 ans et de 80 000 à 1,3 million. Donc l'idée, c'est d'être capable au milieu de cette fourchette large de durée, mais de prix également, de proposer une offre cohérente qui va permettre à un investisseur d'aller chercher un capital à terme
une rente à terme, de permettre d'investir, de capitaliser sur un marché sécurisé, on l'a évoqué, puisque structurellement, le marché immobilier résidentiel français rassure, encore plus quand il est au bon emplacement. Et à ça s'ajoute le fait d'acheter avec un abattement sur le prix qui est très sécurisant. L'abattement sur le prix, je ne sais pas s'il y a des questions à Ouais, ce niveau-là. on a, Autant on les a purger à ce moment-là. on a Véronique qui a une question pour toi. Est-ce qu'on peut la prendre? Avec plaisir. Allez, Véronique, je vous donne la parole. Vous avez juste à activer votre micro. Normalement, c'est bon. Bonjour Véronique. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Bonjour, très bien. Oui, très bien. Donc, je prends un peu la conférence un peu en cours de route. Vos produits que vous proposez, c'est uniquement sur la région d'Île-de-France ou c'est sur toute la France? Alors, merci pour la question. Alors, en effet, Catella est présent en Europe, mais on a vocation à agir aujourd'hui sur toute la France. On a des bureaux, en effet, notre siège social est sur Paris. Donc, on a aujourd'hui notre cœur de marché qui est sur l'Île-de-France, sur la nue propriété, mais pas que, puisque depuis 2 ans, on a également ouvert un bureau qui est Catella Méditerranée, qui est sur Nice et qui nous permet de générer de très beaux dossiers de Beausoleil jusqu'à Aix-en-Provence. Donc, toute la Côte d'Azur, les Bouches-du-Rhône et le Var aujourd'hui sont également un marché qu'on a et qu'on affectionne particulièrement puisque nos investisseurs, en tout cas, ont une belle appétence pour la nue propriété dans ces régions. Et également, depuis maintenant 8 mois, on a également des bureaux sur Bordeaux qui nous permettent aujourd'hui d'aller sur toute la côte atlantique. Donc, on a de belles opérations, et notamment sur les Sables d'Olonne et sur Bordeaux. Parfait. N'hésitez pas, hein, si vous avez une autre question, Véronique, vous pouvez relever la main à tout moment et je vous donne la parole. On va écouter Camille aussi qui a une question pour vous. Je vous ai donné l'accès. Voilà. Bonjour Merci. Camille. Vous m'entendez? Très bien. Parfait. Je voulais vous demander quel est l'intérêt pour un opérateur de venir acheter cet usufruit? Purement financier d'une part, c'est-à-dire que c'est un cash flow, hein. Ils achètent de la gestion. Schématiquement, l'appartement vaut 100 000 euros, vous l'achetez 60 000, il achète 40 000 d'usufruit et il va exploiter, empocher ses revenus. Ça, c'est le premier point. Donc, sur un opérateur privé ou institutionnel, dans les deux cas, une recherche de flux financiers et de captation de revenus. Leur métier, c'est de gérer du logement. À cela s'ajoute une deuxième raison qui est véritable uniquement pour le bailleur institutionnel, donc le bailleur public. Lui, c'est de créer du logement dans une zone où il n'y en a pas, où lui ne peut pas en créer et où le marché n'en a pas assez. Je ne sais pas si l'audio fonctionne toujours. Je vois un blocage sur la vidéo. Oui, l'audio fonctionne. Par Parfait. contre, la vidéo a bloqué. Ouais. C'est pas grave, à part nos têtes, sinon c'est pas très grave. Donc effectivement, voilà, deux raisons majeures. La première financière, parce que ça peut être très intéressant pour eux d'acheter du flux et de pouvoir l'optimiser par l'asset de l'actif. C'est leur mission, c'est leur métier, le gêne pour eux. En revanche, le deuxième, ça pour l'opérateur public, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui a amené ce schéma-là à exister dans l'immobilier résidentiel. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde nous dit qu'il n'y a pas assez de logements, c'est bien. Mais si demain, moi, je vous propose des opérations en démembrement à 15 km de Brive, de Clermont-Ferrand ou de Limoges, et je n'ai rien contre ces villes-là, bien au contraire, c'est pour ça que je l'ai choisi, pour ne pas prendre de risques. Si vous voulez, ça ne sera pas pertinent. Vous ne trouverez pas forcément d'intérêt à investir là-bas, puisque le marché immobilier ne sera pas attractif quand on d'une ville moyenne en France, et le bailleur institutionnel n'aura pas vocation à créer du logement là où il n'est pas proche des bassins d'emploi. Clairement, aujourd'hui, nos opérations fonctionnent uniquement si on trouve le parfait équilibre. Et ce parfait équilibre-là, par nature, est tenu du fait que l'usufruitier ait un intérêt et le propriétaire aussi. Et c'est ça qui, en fait, si vous voulez, c'est ça qui limite aussi le nombre d'opérations. Pourquoi c'est un petit marché? Parce que c'est compliqué d'être dans l'hypercentre de Nice, à La Ciotat, avec au Sable d'Olonne avec pour le coup un accès direct à l'océan et pour autant la départementale qui amène à l'autoroute, qui amène au bassin d'emploi où il y a 2500 logements sur zone, vous voyez, et dans l'hypercentre de Paris. Tout ça fait que voilà, il y a peu d'opérations et que si une opération rencontre un succès pour un usufruitier et pour des nus propriétaires, c'est que par hypothèse, elle a permis d'atteindre le parfait équilibre. Je ne sais pas si je réponds bien aux questions. Mais si jamais ce n'est pas clair, n'hésitez pas à relever la main pour poser d'autres questions complémentaires. On a une autre question, j'en profite puisqu'on en a quelques-unes. Alex,
Est-ce que la durée est toujours à durée fixe? Je croyais qu'il pouvait également y avoir une durée indéterminée basée sur l'occupation par le propriétaire actuel. C'est une très bonne question, effectivement, je l'ai évoqué, mais peut-être de manière trop brouillonne. Là, pour le coup, votre question, Alex, permet de différencier deux types de démembrement, et il n'y en a que deux, hein. Le démembrement viager, d'une part, que vous évoquez, et le démembrement à durée fixe. Et là, le Code civil là-dessus est très clair. Le démembrement viager, il est assis sur la tête du propriétaire. Donc, aujourd'hui, vous achetez une nue propriété viagère, elle est sous l'usufruit de l'occupant, et cet occupant, là, pour le coup, jusqu'à sa durée de vie, aura la jouissance de l'actif. Et puisqu'on ne connaît pas sa durée de vie, il y a un aléa, et donc la gestion est aléatoire. La durée, pardon, est aléatoire. En revanche, dans les opérations qu'on monte, dans 100% des cas, et sur le marché de la nue propriété, de l'investissement nue propriété dans 100% des cas aussi, va ne pas subir d'aléas puisqu'on va mettre une durée dès le départ. Et donc, on rentre dans ce qu'on appelle le démembrement temporaire. Je ne sais pas si Baptiste ou Christopher, peut-être vous voulez essayer de réactiver votre webcam en cliquant sur Stop and Start vidéo en bas à gauche. On a essayé. OK, pas de On a souci. essayé et il y a un petit peu visiblement. On va rester comme ça. N'hésitez pas à remettre un partage d'écran. Peut-être que c'est juste Le la partage ne webcam qui a un fonctionne pas non problème. plus? Vous pouvez le remettre. Je l'avais coupé pour voir si jamais c'était ça qui faisait bugger votre webcam. Vous pouvez le remettre si vous voulez. J'arrive tout de suite, je pense, parce que j'ai l'audio, mais le partage, moi, il est actif de mon côté. Donc, s'il ne marche pas… D'accord, OK. Dans les questions, alors, un auditeur anonyme nous demande: est-il possible d'acheter en nue propriété avec un prêt immobilier? Si oui, est-ce qu'une LMNP sera capable de déduire les intérêts bancaires pour les impôts? C'est une très bonne question. Alors, effectivement, je vous confirme qu'on peut investir à crédit. C'est même le cas d'une grande partie des investisseurs. On garde les forces liées à l'investissement immobilier traditionnel. Donc, la nue propriété se finance, toutes les banques le financent. Là-dessus, les choses ont été bien faites. Il y a eu un bon travail d'évangélisation. Donc, les banques connaissent le schéma, le maîtrisent, savent le financer et savent prendre des garanties sur les actifs. En qualité de non-résident, de la même manière que sur un actif classique, les conditions seront peut-être un tout petit peu différentes. On vous demandera peut-être un peu plus d'apport, ou on vous proposera un taux peut-être un peu plus élevé qu'un résident, mais de manière assez parallèle à un investissement classique. La question si j'ai bien compris, qui est posée sur l'imputation des intérêts d'emprunt, je vous confirme qu'à l'image d'un LMNP, c'est-à-dire vous créez du BIC, vous avez des intérêts d'emprunt, ils passent en charge. De la même manière, vous achetez une nue propriété, donc vous n'avez pas de jouissance, pas de gestion, pas de revenus. Pour autant, il y a une exception qui existe au Code général des impôts. Elle a été codifiée en article 31 du Code général des impôts en précisant que le nu propriétaire qui achète une nue propriété peut imputer ses intérêts d'emprunt s'il a des revenus fonciers par ailleurs. Effectivement, puisque le bien par nature ne procure pas de revenus, si vous avez des revenus SCPI ou co-caisse dans votre foyer fiscal, vous allez pouvoir neutraliser l'impôt qui serait conséquence du revenu touché par les intérêts d'emprunt de la nue pro. Est-ce que je réponds à votre question? Eh bien, l'auditeur va nous le dire. OK. Alors, Evelyne avait une question. Ah, on vous a récupéré en vidéo. Parfait. Super. Evelyne avait une question. Y a-t-il quand même des travaux qui incombent aux copropriétaires? Strictement aucun. C'est prévu conventionnellement, en fait, chez le notaire dès le départ. Il y a, si vous voulez, dans l'acte d'achat chez le notaire, ce qu'on appelle le contrat de mariage, pour être très clair, qui est une convention de démembrement. Donc, et préciser point par point exactement tous les engagements que prend l'usufruitier à l'encontre du nu propriétaire. Je parle de contrat de mariage pour l'anecdote, mais ça permet de bien s'en souvenir. Ça serait un mariage complètement déséquilibré parce qu'il n'y a que le nu propriétaire qui a des droits, et l'usufruitier a des devoirs envers le nu propriétaire. Et c'est tout. Donc, si vous voulez, il n'y a aucun aléa et il n'y a aucun travaux qui est laissé à la charge du nu propriétaire, même les gros travaux, ce qu'on appelle un peu vulgairement parfois 605, 606 du Code civil. Pourquoi? Parce que c'est ces articles-là qui précisent dans le Code civil, en présence d'un démembrement, qui fait quoi. Sauf que ces textes-là ne sont pas d'ordre public, ce qui veut dire qu'on peut complètement y déroger, et on y déroge dans 100% des cas. Ça veut dire que dès l'achat de l'usufruit et de la nue propriété, est affectée à l'usufruitier l'intégralité des travaux, peu importe le type de travaux qui surviendraient pendant toute la durée du démembrement. Parfait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Est-ce que tu souhaites nous montrer un petit peu d'autres choses sur le modèle? Oui, alors on a également fait l'exercice d'une comparaison entre deux investissements immobiliers pour pouvoir en tout cas bien démontrer l'intérêt de la nue propriété.
puisqu'à somme égale, là, on a pris l'exemple de 211 000 euros. En nue propriété, on a la possibilité d'acquérir une pièce de plus, donc, ce qui permet de générer, au terme du démembrement, un capital et des revenus futurs beaucoup plus importants. D'où aujourd'hui l'intérêt et notamment la pertinence d'un investissement en nue propriété sur des zones à forte tension foncière, comme on peut le proposer sur les différentes métropoles qu'on peut vous proposer. Donc là, on voit que, vous voyez, si on prend l'exercice de 211 000 euros en région parisienne, vous avez la possibilité en pleine propriété d'acquérir un studio de 28 mètres carrés. Quand en NuPro, on va pouvoir acquérir un bien de 45 mètres carrés. Donc, à l'issue, on voit que ça génère davantage de capital et évidemment, voilà, un bien qui aura pris plus de valeur au terme de l'usufruit. Ça, c'est un point qui, effectivement, qui nous semble intéressant de relever parce que souvent, on va comparer deux appartements identiques. J'achète l'appartement en pleine pro ou je l'achète en NuPro. Ça a du sens, effectivement, c'est de regarder la prise de valeur de l'actif. J'achète à 60 quelque chose qui vaut 100. Si je l'avais acheté à 100, qu'est-ce qui serait passé? Je l'aurais mis en location, j'aurais touché des revenus, j'aurais payé des impôts, peut-être un aléa sur 15 ans avec un changement de locataire. Voilà. Mais on peut aussi comparer, j'achète pour le même prix, deux appartements différents. Donc, je mets 200 000 euros ou je mets 200 000 euros sur une pleine pro ou sur une NuPro. Et ça nous semble assez pertinent parce que du coup, on va raisonner à ce moment-là, on va c'est un peu tiré par les cheveux, mais on va financiariser la nue propriété, si je voulais dire. C'est de se dire, pour une somme investie, pour un effort d'épargne, on a parlé de crédit tout à l'heure, si on peut raisonner avec un crédit, on peut raisonner en effort d'épargne. Je mets 800 euros par mois sur une NuPro. C'est ce que ça me coûte. J'achète un lot de 120 000 euros sur 20 ans, ça va me coûter 800 euros par mois. OK, 800 euros par mois, qu'est-ce que j'achète? Quelle est ma performance? Quel est mon gain? Et à ce moment-là, nous, on aime bien raisonner avec un autre petit item qui est développé ici, performance et sécurité. Performance et sécurité, pourquoi? Parce que je raisonne, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sur un actif sécuritaire avec une décote. Donc sécuritaire, néanmoins, qui amène une performance. Et ma performance, elle est égale au prix auquel j'achète jusqu'au prix auquel je tends. Et on peut raisonner de deux manières, soit à immobilier flat, donc je rentre aujourd'hui sur le marché, par exemple, région parisienne, j'achète, donc c'est l'exemple qui s'affiche sur l'écran, j'achète 211 000 euros un actif qui vaut 337, dans 15 ans, il vaut 337, j'ai réalisé une performance de 56%. Et c'est une performance triple nette. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'impôt de plus-value. Donc, j'ai réalisé, si vous voulez, 56% de performance. Mais on peut aussi aller chercher parfois, selon les investisseurs, de la performance de marché. Se dire, je suis rentré sur le marché à 211 000 sur un actif qui valait 37. 15 ans après, je peux considérer qu'effectivement, le marché est pris de la valeur selon la zone dans laquelle j'investis. Donc, à ce moment-là, on peut aussi aller chercher des zones à fort potentiel, sans parler de prendre des risques, tout simplement, de se dire, oui, il y a une tension foncière, oui, il y a de la demande, oui, il n'y a pas d'offre, il y a des bassins d'emploi, il y a des infrastructures, des écoles, des hôpitaux. Moi, investir ici, ça me parle. Après, il faut vérifier à quel prix on achète. Et ça, c'est le point important sur lequel je veux insister, notamment sur le marché, c'est que ce n'est pas un schéma magique. Si demain, on vous propose des investissements en nue propriété où la partie investissement en pleine propriété ici serait trop chère ou décorrélée du marché, l'investissement, il n'aura pas longue vie. Pourquoi? Parce que si vous nous dites « Ah oui, c'est bien votre truc, mais moi, je vois que le marché il n'est pas à ce prix-là », vous n'allez pas acheter en nue propriété. C'est bien d'avoir un abattement, mais il faut que ça parte d'une bonne base et que la base soit celle du marché. C'est pourquoi, dans la plupart, pour ne pas dire la totalité des cas, on est ce qu'on appelle en diffus. C'est-à-dire, on va proposer quelques logements à la vente dans un immeuble avec d'autres logements à côté qui sont vendus classiquement à la pleine propriété. Et comme ça, si on est décorrélé du marché ou trop cher, ça se voit tout de suite. Ça, c'est une sorte de garde-fou qui est intéressant, je trouve, et qui amène une sécurité de marché. Il peut y avoir aussi un scénario beaucoup plus pessimiste avec une baisse structurelle de l'immobilier. Alors, on ne l'a pas connu dans les régions dans lesquelles on propose des investissements, mais il ne faut pas regarder les performances passées, bien sûr, et regarder un petit peu devant. Mais malgré tout, même avec cette zone de protection, cet abattement, on aurait quand même une performance intéressante. Excuse-moi, Romain, je t'ai coupé, je crois. Non, c'est très bien, c'est très bien. C'est juste qu'on a pas mal de questions qui tombent, donc je me dis qu'on peut les faire au fur et à mesure. Avant de passer à un autre thème, allons-y, prenons les questions au contraire. On a Romain qui nous demande « Quelle banque conseillez-vous pour un prêt immobilier nue propriété pour un expat qui est basé au UK ?» Si ce n'est pas possible de donner des noms, vous engagez-vous avec l'investisseur?
Oui, on s'engage avec l'investisseur. Des bons, on peut en donner, il n'y a pas de secret, c'est dans des grandes banques. Hein, donc, on n'a pas d'action dans l'une ou dans l'autre. Enfin, en tout cas, pas, je ne sais pas toi. Non, voilà. Non, BNP Finance, la SocGen aussi. On travaille, nous, avec la BT aussi, la Banque Transatlantique, la BRED. On a un partenariat avec la BRED. Donc, effectivement, on saurait vous mettre en relation avec un conseiller à Paris au pôle patrimonial qui, lui, a vocation et maîtrise les financements des expatriés, des non-résidents. C'est pas toujours… il y a des idées reçues, souvent on dit c'est compliqué. C'est comme tout dossier immobilier, en fait. Il faut savoir prendre les choses dans le bon sens, avec les spécificités. S'il y a des éléments d'extranéité, effectivement, est-ce que vous êtes UK résident ou non, vous vivez à Londres, voilà, tout ça c'est des choses qu'on a l'habitude de faire et surtout d'anticiper. On ne va pas vous dire tenez, contactez cette personne et puis pas environner le dossier. Et à cela, on a aussi une deuxième corde pour aider nos investisseurs sur les acquisitions dès lors qu'il veut y avoir un effet de levier du crédit. On a une courtière qui maîtrise vraiment parfaitement le sujet, qui maîtrise la nue propriété, qui est très proche de certains établissements bancaires et qui nous quand même a un taux de transformation très important. Du moins, sous 48 heures, elle sait dire à un client si elle peut faire quelque chose ou pas. Et au moins, elle fait perdre du temps à personne et surtout à vous. Parfait. Alors, Janine nous demande, est-ce que la nue propriété est un bon investissement pour transmettre en héritage à ses enfants? C'est formidable, on a toutes les bonnes questions. Effectivement, c'est un effet de levier formidable pour transmettre, pour une raison très pragmatique d'une part et fiscale d'autre part. Pragmatique pourquoi? Parce qu'on va transmettre un actif, et si la question est posée, je pense que ça a été parfaitement saisi par Janine, si on transmet un actif en nue propriété, on va transmettre un actif qui ne génère pas de gestion. Donc ça déjà, c'est quand même un bon point. On transmet à des enfants ou à des petits-enfants un actif sans gestion. Et un actif qui va prendre de la valeur dans le patrimoine des enfants. Et à ça peut s'ajouter aussi une cumulation, c'est-à-dire être capable de transmettre l'actif et pour autant de se réserver une jouissance future. Je donne l'actif aujourd'hui que j'ai acheté. On est en 2023, je passe chez le notaire en fin d'année, 2024, 2025 ou 2026, que sais-je. Je décide de faire une donation de l'appartement en question, en nue propriété. Et pour autant, je peux quand même être usufruitier, moi, dans 15 ans, de l'actif. Donc, on peut faire coup double, c'est-à-dire se prémunir soit d'un reste à vivre pour la retraite, voire d'une fin de vie, important, un actif qui procurerait des revenus ou un pied-à-terre, et pour autant avoir anticipé une transmission dans de bonnes conditions. Et les bonnes conditions, c'est justement ça qui est intéressant, c'est que la valorisation fiscale, si vous voulez, de l'actif en nue propriété est favorable pour la transmission en ce qu'elle est inférieure à la valeur d'achat. Je m'explique, parce que ce n'est pas forcément toujours très clair. J'achète un actif avec un abattement. On l'a évoqué en préambule. Donc, le fait d'acheter en nue propriété, j'ai une décote sur le prix. Au lieu de l'acheter 100, je vais l'acheter 60. Demain, je vais chez le notaire pour donner l'actif à mes enfants. La base taxable pour l'administration fiscale, sur lesquels donc seront payés les droits de donation, les frais de notaire, sont sur 54. Donc, je transmets sur une valeur fiscale plus faible que celle sur laquelle j'achète. Et pour autant, l'actif vaut bien 100. Donc, on transmet sur une valeur, retenons, qui est quasiment à moitié de la valeur réelle de l'actif. Et ça permet de taxer du coup moins, de payer moins de droits de donation et d'utiliser notamment des abattements et des tranches basses de manière plus aisée s'il y a d'autres patrimoines à faire glisser éventuellement. Donc, deux choses. Intuitivement, ça a du sens de transmettre un actif qui ne génère pas de valeur, qui ne génère pas de charge, et qui prend de la valeur. Et à ça s'ajoutent effectivement des conditions fiscales aménagées et qui ne sont pas, si vous voulez, la création soit d'une loi fiscale, soit d'un dispositif temporaire pour inciter. Pas du tout. C'est simplement une conséquence du schéma juridique qu'est le démembrement. Très bien. Véronique nous demandait quelle est la durée de détention d'un bien en démembrement. Pardon, je n'ai pas entendu. La durée de détention d'un bien en démembrement. Alors, la durée de détention d'un bien en démembrement, elle varie en fonction de l'abattement. Elle peut aller de 7 ans, comme l'a indiqué Baptiste tout à l'heure, sur un très bel appartement parisien, et peut aller jusqu'à 20 ans. Ça va évidemment être en fonction des négociations, mais également si on est en présence d'un usufruit locatif social. Et dans ce cas-là, on a l'obligation de rester au minimum sur 15 ans, mais néanmoins, lorsqu'on passe sur l'usufruit locatif libre, on a la possibilité de déroger du coup et de partir sur des durées d'usufruit qui vont être beaucoup moins importantes, notamment comme sur notre projet des Sables d'Olonne, où on est parti sur un démembrement de 11 ans. Donc ça, c'est voilà. Est-ce que je réponds à votre question? Et je pense que tu réponds bien à la question. Et si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les écrire ou à lever la main sur Zoom.
et je vous donne la parole en direct. Je vous rassure, votre webcam ne s'affiche pas, on vous entend juste votre audio et je cache votre nom de famille. On a Vincent qui a une question. Comment sont traitées les plus-values au moment de la revente en France, mais également aux États-Unis? Quelle est la valeur d'achat considérée, la valeur réellement payée, donc les 60, 65 que tu citais dans ton exemple, ou la valeur non payée en pleine propriété? Très bonne question. Sans le savoir, je l'ai anticipé en affichant effectivement à l'écran un petit peu le sujet des plus-values parce que la question est extrêmement bonne et légitime. Si on vous explique que vous avez un abattement, que vous allez capitaliser et dans de bonnes conditions et tout ça, mais qu'à terme, vous allez avoir un rattrapage avec un coup de bâton pour payer un impôt de plus-value sur cette plus-value réalisée, ça sera embêtant. De manière constante et structurelle, le texte de loi est indiqué en dessous avec la reprise au bulletin officiel de l'administration fiscale. L'administration fiscale considère qu'on est un nu propriétaire. Quand il va revendre en pleine propriété, il va être considéré avoir été plein propriétaire depuis le départ. C'est comme ça qu'elle l'explique. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas d'effet artificiel. Ce n'est pas pour inciter l'investissement avec des bailleurs institutionnels ou quoi aux caisses. Non, il n'y a rien de… C'est juste de se dire un nu propriétaire qui devient plein propriétaire, s'il revend son actif en pleine propriété, il est réputé avoir été plein propriétaire depuis le départ. Donc, ça explique effectivement que cette plus-value réalisée entre 60, 62, 63, 65% au prix d'achat jusqu'à 100%, elle n'est pas taxée. Donc, si je revends mon actif après l'avoir détenu en propriété, en pleine propriété, que je le revends par exemple 100 000 € alors que j'avais acheté 100 000, je n'ai pas de plus-value à payer. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si je réalise une plus-value de marché, par exemple 130, et j'avais acheté 60, quelque chose qui valait 100. Je vais effectivement payer de la plus-value, mais sur les 30, donc sur la plus-value de marché. Mais pour autant, en France, il y a quand même aujourd'hui, et de manière constante depuis toujours, des abattements pour durée de détention sur la durée du démembrement qui courent depuis le départ. Donc, c'est-à-dire, même si votre actif que vous avez acheté 60 valait 100, vous le revendez à 130, sur les 30 de plus-value taxable, ils vont pouvoir être réduits. C'est ce qu'on voit sur la partie plus-value taxable. Ici, frais de notaire, frais de travaux. C'est les forfaits qui permettent d'augmenter le prix d'acquisition initial pour réduire cet impôt de plus-value. Donc, moralité, pour payer un impôt de plus-value sur la revente d'un bien acheté en propriété, il faut avoir fait une très forte plus-value de marché. Donc, bon, c'est jamais agréable de payer un impôt de plus-value, mais si on en a à payer, c'est qu'on a fait vraiment une très forte plus-value et il restera même minime. La deuxième partie de la question, c'est l'élément d'extranéité. C'est la question de se dire, oui, je suis résident US, comment va être traité mon impôt de plus-value? De la même manière qu'un revenu, il y a un régime de crédit d'impôt qui est en place et qui est issu de la convention bilatérale franco-américaine sur l'impôt sur le revenu, puisque l'impôt de plus-value est une composante de la catégorie impôt sur le revenu. Oui, exactement. Je pense aussi à tous les gens qui nous écoutent. Quand vous regardez le webinaire, n'hésitez pas à le mettre en plein écran, comme ça vous voyez bien les chiffres. Les gens qui nous écoutent sur iPhone, n'hésitez pas à tourner votre écran. C'est des détails, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on partage à l'écran qui valent le coup d'être regardées. Et en plus, je vois que Baptiste est en train de nous montrer déjà des projets. Donc, voilà, on a pas mal de projets qui sont en cours, je vois. On peut prendre une dernière question et puis après, on regarde les projets. On a un auditeur anonyme qui nous demande existe-t-il des précautions à prendre pour un expatrié aux US en termes de fiscalité? Tu as un peu répondu à l'instant, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, des points de contrôle? Non, il n'y en a pas. Alors, c'est vrai, effectivement, la précaution est toujours bonne et je comprends pour bien connaître le sujet qui est le vôtre, de l'expatriation. Néanmoins, là, vis-à-vis de l'administration fiscale, il n'y en a pas besoin. Si vous voulez, l'investissement est neutre fiscalement. L'actif n'a même pas besoin d'être déclaré. Même une personne qui déclarait, par exemple, de l'impôt sur la fortune immobilière n'aurait même pas besoin de déclarer pour une valeur nulle son actif. Donc, il n'y a pas de précaution à prendre. L'administration fiscale est rompue à l'exercice, connaît bien le schéma et il n'y a pas ni de déclaratif, ni de non, il n'y a vraiment pas de dispositif particulier. Et puis, on peut toujours contacter son comptable, puisqu'on a tous un comptable aux États-Unis. Et d'ailleurs, on va bientôt déclarer nos impôts. Il nous reste une quinzaine de jours.
Allez, on va peut-être faire le tour des propriétés. Oui, c'est pas, si vous voulez, c'est la dimension commerciale. Évidemment, on commercialise des opérations, donc très à l'aise avec ça, mais ce n'est pas pour balayer tout ce qu'on a en boutique en ce moment. Ça, si certains veulent échanger, creuser, rediscuter ensuite, et tout, on sera ravis, Christopher et moi, d'être disponibles. C'est quand même l'engagement qu'on prend pour échanger et apprendre à se connaître et voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement attirer votre attention. Là, c'était simplement pour illustrer le propos, se dire, OK, on a parlé de schéma, de juridique, quoi. Derrière, ce sont des actifs. On achète bien un actif en nue propriété, certes, mais on est propriétaire de son actif. C'est un appartement qu'on achète sur plan. On n'est pas du tout dans une logique comme ça peut l'être dans des CPI ou dans des fonds d'investissement où on achète un titre, une part, une action sociale. Voilà, là, c'est un appartement. Donc, Christopher l'a très bien évoqué tout à l'heure, on est sur tout le territoire. Alors, c'est des effets d'aubaine, c'est les équilibres que j'évoquais où on arriverait à réunir l'investissement. Alors, je crois que la vidéo ne fonctionne plus. Je pense qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Je pense que Bon. la carte graphique est en train de saturer. Bon, si ça fonctionne, je changerai d'écran. Est-ce que la vidéo fonctionne? La vidéo est bloquée. Par contre, le partage d'écran, je ne sais pas s'il marche. Est-ce que tu arrives à cliquer sur des propriétés? Oui, tout à fait. Hop. Je vous prie de m'excuser pour ces problèmes techniques. Et effectivement, voilà, c'était juste pour illustrer. Alors, je vais enlever la carte si c'est elle qui fait bugger. Et on a voilà, de l'offre de beau soleil sur les hauteurs de Monaco, avec 18 ans de démembrement pour une résidence vraiment d'exception, avec des prestations incroyables. Je ne sais pas si ça fonctionne, Romain? Ouais, c'est bon, là. On est Voilà, sur Monte Carlo. à titre d'exemple, voilà, ce sont des réalisations assez extraordinaires où l'investissement en nue propriété peut vraiment avoir du sens. On achète dans une résidence quelques lots en démembrement. Avec voilà, proximité, on est à 20 mètres de Monaco en sortant de la résidence. On ne dit pas que cette résidence vaudra un jour les prix du marché immobilier résidentiel de Monaco, où on est à 80 000 € du mètre en moyenne. Là, on achète simplement à 5 000 quelque chose qu'on estime aujourd'hui valoir 9 000. C'est un exemple d'opération. Voilà, on a commercialisé quasiment la totalité, il reste quelques logements. Mais à l'opposé, les Sables d'Olonne que Christopher évoquait, effectivement, là, pas 18 ans, mais moins de 10 ans de démembrement. On est à 9 ans et demi. Et on se projette pourtant avec une capitalisation à plus de 100%, capitalisation mécanique. Donc, j'achète aujourd'hui une villa individuelle avec piscine, 200 000 € qui vaut déjà aujourd'hui 380. Et on se projette bien, nous, à moins de 10 ans. C'est encore plus simple qu'à 18-20 ans avec un projet neuf. Là, c'est livré, c'est construit, c'est exploité. Aujourd'hui, les villas sont louées en saisonnier. À terme, l'investisseur en fera ce qu'il voudra. Il pourra faire un pied-à-terre, le louer à l'année, le louer en saisonnier. Et ça, ce sont des investissements qui parlent aussi pas mal aux non-résidents, puisque c'est sur une zone peu attractive par rapport à ce qu'est la Côte d'Azur aujourd'hui, le Grand Ouest, pour autant très recherché de plus en plus, et avec des investisseurs qui y voient effectivement des prises de plus-value à moyen terme et long terme assez évidentes. Je prenais volontairement deux exemples opposés à la fois sur la carte de France, mais aussi sur le style d'investissement, puisqu'on a une durée longue d'un côté, une durée courte de l'autre. Et après, sur des choses un peu plus traditionnelles, dirons-nous, on a une opération, par exemple, à Lyon. Si je vais sur l'opération de Lyon, où on a 15 ans de démembrement avec un bailleur institutionnel. Et c'est une opération qui nous permet effectivement de proposer du logement cohérent. Alors, j'aime bien parler de logement cohérent parce qu'elle est à proximité directe d'un hôpital, l'hôpital Jean Mermoz, qui, lui, nous a fait part, et c'est pour ça que cette réalisation est là, d'une difficulté conjoncturelle, mais surtout structurelle, à installer du personnel soignant, tout simplement dans sa circonscription, dans son giron. C'est-à-dire que faire venir un jeune médecin à cet hôpital-là est compliqué parce qu'il n'arrive pas à se loger, parce qu'il n'y a pas de logement décent mis à la location à côté. Donc nous, ça nous parle beaucoup aussi de répondre à ce besoin de logement, mais de projeter un investisseur qui va se dire « Ok, j'investis à un endroit où il y a un véritable besoin en plein 8e arrondissement de Lyon. » Et là, on a des tickets d'investissement à partir de 180 200 000 €. Voilà, c'était pour donner un petit panel un peu large. Effectivement, il y a des opérations en cours, il y a des opérations à venir dans les villes qu'on peut avoir en tête, La Ciotat, Antibes, effectivement, Antibes-sur-Mer, voilà, Paris, des opérations parisiennes qui arrivent, ici les Moulineaux, Nantes, enfin, que sais-je, voilà, beaucoup d'opérations. Parfait.
Alors, je ne vois pas qu'on ait de nouvelles questions. En tout cas, elles ne me sont pas encore arrivées. Là, aujourd'hui, dans les projets dans lesquels on peut investir tout de suite au mois d'avril, vous avez des villes en ce moment qui sont disponibles? Oui, tout à fait. On a de l'offre aujourd'hui encore à Lyon, à Antibes à venir, de l'offre à Villeneuve-Loubet, donc coincé entre pour le coup les bassins d'emploi de Cannes, Nice, Sophia Antipolis. Il y a effectivement de l'offre au Sable d'Olonne, très pertinente parce que durée courte. C'est rare en fait, on ne l'a pas dit parce que c'était pas le propos, mais C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps d'échanger un petit peu sur les Sables d'Olonne, mais le produit est totalement innovant et inédit et plaît beaucoup, en tout cas aux investisseurs, puisqu'on va à la fois coupler budget abordable, parce qu'on va être sur des tickets d'investissement qui vont être aux alentours des 212 000 euros, 212 215 000 euros, pour une durée d'usufruit qui va être très courte, puisqu'on là, on va être sur un petit peu moins de 9 ans et sur un actif qui va être hyper qualitatif avec piscine privée chauffée et à 2 pas, en effet, de la plage de Sauveterre, donc qui est juste aujourd'hui magnifique. Donc, c'est vrai que ce type de produit peut être en tout cas une porte d'entrée sur l'investissement en UPRO, mais on peut également avoir des choses un peu plus classiques, notamment comme l'expliquait Baptiste, à Beau Soleil, qui ressemble beaucoup, en tout cas, au condominium que vous avez, en tout cas, voilà, outre-Atlantique, mais également du côté de Hong Kong et Singapour, puisque vous allez regrouper un actif qui va détenir, en tout cas, et qui va avoir tous les services, c'est-à-dire concierge, piscine, salle de fitness, dans une résidence qui va être de très haut standing. Donc, évidemment, ce type d'actif prend beaucoup de valeur et en tout cas, plaît beaucoup à des étrangers. Comme l'a également spécifié, c'est qu'on est vraiment à 20 mètres de Monaco. Donc, on imagine parfaitement une clientèle étrangère travaillant soit sur Monaco et aujourd'hui qui n'a pas la possibilité de se loger puisqu'on est sur des budgets parisiens et comme on est sur une valorisation aujourd'hui qui va être aux alentours des 80 000 euros du mètre, c'est très compliqué aujourd'hui pour un monégasque ou pour un actif d'habiter sur place. Donc, étant vraiment à proximité, ça rend encore plus pertinent l'investissement, et notamment pour un investisseur nu propriétaire au débouclage. Très bien. On a un auditeur anonyme qui nous demande quel est le MOA sur ces opérations? Est-ce que c'est systématiquement des promoteurs? Non, pas forcément. Effectivement, on l'a évoqué un petit peu en amont du propos. L'offre doit être à peu près équilibrée entre de la promotion immobilière et de l'immobilier ancien. Donc, ça peut être des opérateurs privés, des marchands de biens, des foncières, des particuliers, mais ça, c'est assez rare. Et c'est surtout Catella, nous, qui apportons l'expertise pour mettre en place le schéma, gérer les travaux s'il y a des travaux de rénovation et autres à faire. Donc, ce n'est pas toujours un promoteur. Parfait. Je ne sais pas si vous vouliez retester un partage d'écran, s'il y avait d'autres choses que vous souhaitiez partager avec nous. Non, répondre à vos questions éventuelles, confirmer qu'on serait ravis d'échanger après avec certains, voire la totalité d'entre vous, bien sûr, et tout simplement de s'adapter, d'essayer de comprendre un peu vos recherches, vos besoins. Si vous étiez, à mon avis, connecté aujourd'hui, c'est quand même que l'immobilier français vous attire un petit peu, vous intéresse, vous questionne, et on le constate de plus en plus, comme on l'a dit en préambule, effectivement, le côté très sécuritaire du résidentiel français, encore plus en ce moment, rassure et attire les investisseurs. L'effet du crédit reste quand même très attractif. On parle de la hausse des taux, mais il ne faut pas oublier qu'emprunter à 3% aujourd'hui dans un contexte inflationniste à minima de 7% en France reste complètement pertinent et qui plus est sur un actif qui a vocation par nature à prendre de la valeur. Parfait. J'ai mis l'email de Baptiste dans le chat, donc s'il y a des gens qui souhaitent le prendre là, vous pouvez le prendre là. Sinon, vous pouvez aussi remplir un formulaire sur le site catellapatrimoine.fr que je mets aussi dans le chat. Voilà. Et puis, si jamais vous voyez ça en replay et que vous ne savez pas comment contacter Baptiste et Christopher, n'hésitez pas à m'envoyer tout simplement un email et je vous connecterai avec eux. Vous avez sûrement mon email puisqu'on envoie pas mal de relances et d'invitations régulières. Je pense qu'on a fait le tour. Je vois qu'on a
On a une question qui vient de tomber de Gilles. Envisagez-vous des termes plus courts à 5 ans? 5 ans, c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'équilibre va être très dur à trouver avec l'abattement, dans la mesure où un flux de 5 ans restera malgré tout assez faible et du coup, on serait amené peut-être à proposer de la nue propriété selon les emplacements, bien sûr, mais à 90-92% de la valeur. À ce moment-là, c'est un petit peu délicat puisque si je vous dis que vous avez un abattement de 10% sur l'actif pour acheter à 5 ans, c'est assez faible. Alors, de manière isolée, ça pourrait exister, mais malgré tout, on sera plutôt à minima sur 7-8 ans, 7 ans, 8 ans, et un marché. Alors, c'est très rare sur le marché, hein, c'est ce qui nous différencie aussi des autres. Proposer des durées courtes, on est les seuls à le faire. On a mis en place cette ingénierie-là. On a les notaires, les fiscalistes, les juristes qui nous suivent pour nous accompagner sur chaque opération, mais on est les seuls à le faire. Et si vous voulez, le gros de l'offre aujourd'hui est à 15 ans. Pour plein de raisons. Raison effectivement de montage d'opération, mais aussi d'abattement suffisamment attractif pour réaliser de la performance derrière. Mais de manière effectivement assez régulière, on propose des opérations à 7-8 ans. 5 ans, pour l'instant, on ne l'a jamais fait. Merci. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Vous avez l'email de Baptiste, n'hésitez pas à le contacter. Je pense que j'ai plus qu'à vous remercier pour votre temps aujourd'hui, Baptiste et Christopher. Avec grand plaisir. Merci à vous tous, Merci. surtout pour votre intérêt et avec grand plaisir d'échanger ensuite. Et merci Romain pour cette bonne organisation. Avec plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va faire la fiscalité des successions et donations franco-américaines pour les gens qui sont basés aux États-Unis. Je pense que ça peut être un sujet intéressant. Et pour ceux qui sont au UK et au Canada, on aura aussi des webinaires avec le même sujet spécifique avec des notaires locaux. Merci encore à tous et puis je vous souhaite une bonne journée où que vous soyez dans le monde. À bientôt sur French Morning. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.